Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir! Très heureux de vous retrouver sur C8. Désormais, pour Ardisson, tapez... Première terrienne invitée ce soir, la plus belle brésilienne de Paris, sans testicules, Cristina Cordula. Vous étiez, Marc Trévidic, le meilleur juge antiterroriste français, jusqu'à ce que la règle des 10 ans vous envoie au tribunal de grande instance de Lille pour vous occuper des divorces. Aujourd'hui, votre combat, c'est contre la déprime. Et David Marsay et Grégoire Ludic du Palma Show. David et Grégoire, le duo comique le plus drôle de France, et vous le prouvez une nouvelle fois avec votre long métrage. Il n'y a qu'un truc que je comprends pas, c'est pourquoi avoir choisi un nom de boîte de striptease au Baléares, Palma Show, pourquoi pas Ibiza Night? Pourquoi pas? Mais c'était bien Palma Show. On a des bons souvenirs d'Ibiza. En P3, nous accueillons notre terrien du samedi soir. Ce soir, la star du X, Manuel Ferrara. Des HLM de la banlieue parisienne aux villas hollywoodiennes, un destin en or. En P4, Guillon 2017 et notre battle des idées consacré à la télévision avec Gérard Louvain et Bruno Patino. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, voici mon CDD Tom Villa. J'adore, hein. J'adore ta musique. C'est vrai, ouais, je vous en ferai un CD, Thierry, ou une cassette, il n'y a pas de souci, en tout cas. Cassette, oui, je suis plutôt cassette, moi. Ça va, Thierry, tout va bien? Tout va bien, on a un super plateau. Ah ben oui, très très beau plateau. Le premier invité, on la connaît depuis des années. Ouais. Elle a toujours la même coupe de cheveux, elle a un fort accent étranger. Non, ce n'est pas Dave, mais Cristina Cordula. Alors Cristina, vous êtes brésilienne et vous êtes la spécialiste de la mode. Alors c'est vrai que quand on voit vos joueurs de foot, Neymar, David Luiz, Ronaldo, Ronaldinho, on se dit qu'au Brésil, le problème, c'est pas les fringues, hein, c'est les coupes de cheveux, je crois. Ça, c'est le... Il y a du boulot. Ouais, alors Cristina, vous venez de sortir un livre où vous revisitez les 30 basiques du dressing féminin. Alors moi j'ai la suite à vous proposer. Tenez, ça c'est la garde-robe de Thierry Ardisson. Je suis pas sûr qu'on puisse en faire un bouquin, mais on sait jamais. Noir foncé, noir clair. Bah oui. Il n'y a que ça. Mais oui, chérie, c'est la classe. Mais vous voulez pas que je me change? À chaque fois, je vous demande, vous voulez pas? Non, mais pas du tout. Vous êtes très bien en noir. De toute façon, on vous connaît en noir depuis toujours. Ça va faire bizarre si vous changez des looks. Voilà. Ça va pas le faire, non? Qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est une star au Portugal, on dirait une petite veuve. En tout cas, Cristina, elle n'hésite pas à donner son avis sur les personnalités. Vous aviez dit François Hollande doit arrêter de se teindre les cheveux en noir. Les colorations avec une tête qui a déjà vieilli, ça ne va pas. C'est pour ça, Brigitte Bardot, elle a suivi votre conseil. Elle ne se fait pas de couleur. Elle a une tête de vieille, mais au naturel. Ça, c'est Oh là là. Ah, si, c'est vrai. Nos autres invités ce soir sont deux. Ils sont bruns. Heureusement, ils font de l'humour. Sinon, on aurait eu les frérots de la Vega. C'est le Palma Show. Des centaines de sketchs, des dizaines de parodies, 3 émissions spéciales sur C8 qu'on cartonnait. Alors c'est vrai que c'est pas évident un duo, c'est une mécanique bien précise, c'est universel. Il faut le clown blanc et l'Auguste, tu vois, c'est un mec normal et un gros débile. Regardez, je sais pas, Laurel et Hardy, Nolo et Zemmour, c'est toujours la même mécanique bien précise. Non mais c'est... Non, la règle du duo, c'est que malheureusement, il y en a toujours un qui pète plus que l'autre. Tu vois, quand on regarde Omar et Fred, Eric et Ramzy, De Caunes Garcia... Bon, déjà, c'est bien qu'il y en ait au moins un qui reste, tu vois. Des fois, c'est les deux qui disparaissent. Tu vois. On fait un gros bisou à Charlie et Lulu. Voilà.
Après avoir parlé relooking et humour, c'est celui qui va bien nous chier l'ambiance ce soir. C'est Marc Trévidic. Ça y est. C'est vrai. Non, oui. Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste. Vous avez connu plein de terroristes jeunes avant qu'ils commettent d'odieux attentats. C'est vrai. Un peu le Jacques Martin de Daesh. Sauf que malheureusement, c'est pas le papa qui filmait au caméscope, mais BFM TV. Moi, j'aurais tellement voulu vous voir au tribunal. Vous auriez pu utiliser les mêmes méthodes que Thierry, c'est vrai? Au sampler, t'imagines Thierry comme ça? Alors, lequel d'entre vous est celui qu'on appelait... Mais si vous êtes là, c'est qu'a priori, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors, lequel d'entre vous voulait... Pour vous, messieurs, ce sera... Allez, barrez-vous du vent. Ça aurait été bien. Ouais. Ah ouais. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Messieurs du Palmachot, votre film, c'est une comédie d'aventure sur fond de guerre. Du coup, pour reconstituer la France sous l'occupation allemande, vous avez tourné à Béziers. On a hésité. Une petite hésitation. Marc Trévidic, Marc, vous avez dit il faut être très dur envers les multirécidivistes. Ah, oui. Justement, quelle sanction vous donneriez à W9 qui récidive depuis 5 ans avec les ch'tis? Je suis contre la censure. Et pour terminer, Christina Cordula. Christina, c'est quoi le meilleur conseil mode à donner à une Brésilienne? Si les couilles dépassent de la jupe, c'est qu'elle est trop courte? Non? Bon, Voilà, c'est samedi. On se on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et on passe maintenant à notre Théotop. Christina Cordula, bonsoir. Alors Christina, je vous propose qu'on commence cette émission en tordant le cou à une rumeur insistante sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Vous ne seriez pas brésilienne, vous seriez originaire de Dijon, vous appelleriez Christine Cordule, et toute cette histoire serait du marketing. Les preuves s'accumulent, à commencer par le fait que vous n'ayez pas de pomme d'Adam. Et une Brésilienne sans pomme d'Adam, on n'a jamais vu ça. En fait, la vérité, c'est que vous n'avez pas d'accent au départ et que vous essayez de prendre cet accent brésilien. Vous y arrivez, il faut dire. En fait, vous parlez parfaitement le français et vous donnez beaucoup de mal pour ne pas le parler. On regarde. Il vaut mieux un aura que tu d'ora, je sais plus moi. C'est mieux un... C'est quoi le dicton? Un tu as, que deux tu auras pas? Ah, que deux tu auras, voilà, c'est ça. Mon Dieu. Julie, elle est complètement à côté de la pompe. Hein. Mais complètement. Ne me mêle pas de tes oignons, ma chérie. Stop. Christine déteste cette chanson, elle déteste la bossa nova, le football, elle déteste tous ces trucs-là, arrêtez, elle n'est pas du tout brésilienne, elle déteste les telenovelas, le bois de Boulogne, elle déteste tout. Le problème, c'est que maintenant, vous n'arrivez plus à redevenir française, et les Français ne vous veulent plus. Ils disent que tant que vous n'arriverez pas à dire magnifique, vous ne serez pas française. Alors on va essayer, allez-y, magnifique. Magnifique. Elle n'y arrive pas. Magnifique. Magnifique, chérie. Magnificent. Dernier essai. Magnifico. Dernier essai. Magnifique. Magnifique, chérie. Ah, il n'y a rien à faire. La vie est là, qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Des jours
Alors, Christine Cordule, vous êtes la reine. Oui, j'avoue que c'est bizarre, mais bon. Christine Cordule, vous êtes la reine du relooking. C'est la campagne présidentielle. On dit que vous allez relooker Alain Juppé pour en faire un mec de gauche qui aime les Stan Smith et le quinoa. Qu'est-ce que vous allez faire avec Alain Juppé? Ah ouais, ça vous inspire pas? Je ne sais même pas comment je peux faire parce qu'il a tellement déjà son esprit assez classique et tout. Ouais. Un pull sur les épaules, des mocassins à gland. Oui, mais on essaie. Mais après, il ne faut pas trop décontracter non plus, lui. Je pense pas que ça va le faire. Marc Trévidic, qui est là, qui est un rocker, en fait. Marc Trévidic, c'est pas du tout un juge antiterroriste. Vous pensez quoi d'une veste en daim à franges avec des Santiago? Ça va pas du tout. Vous voyez, justement, Alain Juppé aussi, avec le trop décontracté, ça va pas. Vous, ça va pas. Vous êtes une personne un voile intégral. qui a de la prestance. C'est pas possible. On vous voit en train de parler des affaires qui sont très sérieuses. Mais peut-être un jean le week-end, je vous vois bien quand même. Mais un jean avec le pli repassé, comme les patrons M6. Alors là, non, c'est pas comme ça. C'est un jean déjà, en fait. Ouais, vous êtes un jean? Oui, mais c'est un jean noir. C'est un jean noir. Justement, ça passe. Alors, vous avez vu, Christine, que... Ils sont lookés pour vous, les deux, là, du Palmachot. Alors, regardez. par contre, si je dois de vous dire, les gars, vous êtes magnifiques. Ah! J'ai tout de suite remarqué. Alors là, c'est la classe internationale. La veste en tweed avec la cravate qui va avec la veste, la chemise bien repassée, les chaussures, on adore. La chaussette noire, vous, tout en noir sublime. Ça va très bien, les chaussures montants. Honnêtement, la barbe bien taillée, les cheveux en arrière. Honnêtement, ça me va très bien. Bon, ben voilà. Donc, vous êtes habillés pour l'hiver. Alors moi, Christina... J'arrive sur C8 quand même, hein. C8. C'est une chaîne un peu jeune. Est-ce que je devrais rester comme ça ou mettre un sweat à capuche? Ah non. Yo, avec vous, ça va pas du tout. Non, je reste comme ça. Exactement. Ben moi, j'ai pensé à un moment où vous pourriez me relooker, puis je suis tombé sur cette photo de vous. Et là, c'est quoi? Vous avez perdu un pari ou quoi là? Mais j'ai perdu. C'est quoi cette photo là? Mais qu'est-ce qu'il y a ma photo? Je suis bien là. Je sais. C'est ma tenue d'été. C'était pour vous retrouver si vous étiez perdu en mer. Les mélanges imprimés, j'aime bien. C'est l'été, il fait chaud. Non, c'est joli, c'est joli. Merci. Il y en a une pour laquelle il n'y a aucun espoir, c'est elle. Hein. Là, si vous arriviez à la relooker, la Kardashian, qu'est-ce qu'elle est mal sapée. Problème de blé. Elle a un problème de sous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, franchement? Elle est nulle, hein, franchement. Elle a un cul, on dirait un coffre à bijoux. Ouais. C'est une très jolie femme, hein. Elle a un très joli visage. Hein. Elle est nature, c'est ça que... Voilà, il manque le côté nature. Alors, j'ai vu que cet été, vous aviez pris position contre le burkini, Christine. Regardez. Christine. Voilà Christine qui prend position contre le burkini. C'est où, ça? Bah, c'est en vacances, les mêmes vacances que tout à l'heure. Non, pas du tout. C'est en Corse. Ah, en Corse. C'est très joli, vous êtes très bien. Alors, Julien Doré a fait la même chose. Oui, il a essayé de me taquiner. Alors, Christine, vous animez avec succès les Reines du Shopping, du lundi au vendredi à 17h20 sur M6. Et puis, il y a aussi, évidemment, Nouveau Look pour une nouvelle vie. Vous animez avec succès depuis 12 ans. Un big up. Et on regarde à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, dans New Style, New Look, c'est au tour de Sébastien de Clermont-Ferrand de se faire relooker. Qu'est-ce que vous pensez du look de Seb, le jeune homme, là? Ouh, c'est dur. Non, ça va pas du tout. Oh, elle est bonne, quand même. Hein. Mais non, lui, là, le jeune homme. Ah, le chinois, là? Non. Salut, je m'appelle Seb, je viens de Clermont-Ferrand. Je viens d'arriver à Paris, je connais pas grand monde, j'ai pas de copine. Donc voilà, je voudrais changer de look pour me sentir mieux dans ma nouvelle vie, quoi. Seb, super, c'est le grand jour, alors, fini d'être moche? Ouais, moche, c'est pas moi, hein, c'est mon style. Hein. Super. Ouais. Écoute, ça va être génial. Ah tiens, c'est Kevin. Kevin, Seb, Kevin. Oh, mais moi, c'est Kevin. C'est pas un I, c'est un E. Hein. C'est comme Steven ou Verveine ou un joli pull de laine. Ok, super. Bon, ben, Seb et Kevin, je vous laisse. À toutes. Hein. C'est Kevin. Ça va, Sébi? Ça va, ouais. Alors, tu veux devenir un vrai Parisien? Bah ouais, carrément. Ok, j'ai ce qu'il te faut, mon coco. Come on, ma biche, let's go.
heure plus tard, c'est radical. Sébastien est métamorphosé. Alors, Sébi, comment te sens-tu? Bah, je sais pas trop, c'est pas moi, quoi, c'est bizarre. Tu sais ce qu'on va faire? On se donne rendez-vous dans 3 mois et on se fait un check-in point. Ok. Allez, give me feel. Hommage à Christine Cordet. Et voilà. Ça, c'est le Palma Show quand ils font pas de cinéma. Après, on parlera du Palma Show cinéma. Mais c'est déjà extraordinaire. Moi, je trouve que, franchement, je vous aime beaucoup, vraiment. Ben, c'est gentil, merci. Je sais pas quoi dire. Merci. Et vous publiez mon lookbook aux éditions Larousse. Est-ce que depuis le temps que vous publiez chez Larousse, ils vous ont offert un dictionnaire, au moins? Bon, dans ce livre, vous présentez les 30 basiques dont aucune femme ne peut se passer. Marinière, trench, pantalon noir, jupe en cuir, string, mec avec du blé. String. Vous déclinez donc ces basiques en 3 looks différents. Le look urbain pour tous les jours, l'escapade pour le week-end et night pour le soir. Voilà. Parce que... Je peux parler maintenant? C'est maintenant ou jamais, je dirais. Non, parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'ai déjà beaucoup parlé de morphologie par mes livres précédents, par mes émissions. Les gens qui étaient en lettres et tout. Là. Voilà, en V, bon, on connaît ça par cœur, j'espère. Hein. Non, bah si. Ben, j'espère. Non, recommençons pas. On va pas recommencer. J'ai pas mal parlé aussi des basiques. On connaît tous les basiques de la garde-robe, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens venaient me parler. C'est que Christina, je connais ma morpho, je connais les basiques. Ils te parlaient comme ça, les gens? Oui. Arrêtez là. Non. Ah oui, pas comme ça. Possible. Je te jure, pas comme ça dans la rue. Ma chérie, c'est comme ça que je parle. Ma chérie, je connais ma morpho, j'ai mes basiques, mais je n'arrive pas à les mélanger et être style. Comment ça se fait? Je dis, parce que tu ne sais pas mélanger, ma chérie. Donc, du coup, je prends ces basiques, je décline en look différent, c'est-à-dire qu'avec une pièce, on peut sortir le soir, on peut être au week-end, on peut travailler. Et donc, ça donne plein d'idées de décliner ces basiques-là et être style. C'est déjà numéro 1 sur Amazon. Exactement. Non, mais c'est énorme. Alors, ce qui m'a un peu surpris, dans la liste des basiques, il y a le jogging aussi? Justement, parce qu'il faut moderniser. Et le jogging, aujourd'hui, on voit dans plein de boutiques sympas. Et si on mélange avec une veste sympa, un cuir, un petit veste, un jean, ça peut être un look pour voyager. Parce que pour voyager. maintenant... Oui, quand on a 12 heures d'avion, oui, mais bon. Non, mais attends, on peut avec faire les bas de looks... contention, c'est bien. Mais ça peut être très sympa. Alors, il y en a une là, qui porte mal le jogging, là, quand même. Hein. Oui, alors, voilà, il y a la tendance jogging, honnêtement. Il n'y arrive pas. Mais là, le problème, c'est le haut qui est un peu trop... on n'avait pas besoin de tout ça, je trouve. Non. Sérieusement, toutes ces histoires de mélange, c'est quand même Jean-Paul Gaultier. Mais, le mec qui a mis des tutus avec des perfectos, c'est Jean-Paul Gaultier. Mais il fait avec merveille. Voilà, c'est quand même lui qui a inventé ça, il faut le dire. Exactement. Et parce que mélanger les choses, quand c'est mal fait, c'est la catastrophe. Et lui, c'est faire à merveille. Voilà. Et je suis ravie qu'il ait accepté de venir faire un special guest dans les Reines de Shopping. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, je vous ai demandé si par amour, vous accepteriez de devenir l'esclave sexuel de votre mec. On regarde comment ça s'est passé. Dernière question et non la moindre. Est-ce que par amour, regardez-moi bien Christina, est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Pourquoi pas? Dites-lui. Chérie, je suis ton esclave sexuel. Ça c'est la télévision. Il paraît qu'ensuite, vous avez un peu rechigné. Ça veut dire quoi, rechigner? Rechigner. Ah, j'étais sûr qu'on comprendrait. Des fois, tu chignes et tu rechignes. C'est des contrats. C'est des contrats portugais, en fait. Voilà, c'est ça. C'est Laurent Baffie. Eh oui. Donc, non, quand je dis rechigner, ça veut dire que quand vous êtes rentré à la maison, vous n'avez pas vraiment voulu être son esclave sexuel. Donc là, ce soir, vous allez le jurer. On va faire la question sous serment. Chérie, je te jure d'être ton esclave sexuel ce soir. Dites-le.
Chérie, je te jure d'être ton esclave sexuel ce soir. Bon, ben voilà. Vous pouvez rallumer, ça y est. Après une réponse pareille, on ne va pas rester trop longtemps dans le noir non plus. Donc c'est très bien, bravo. Donc ben, j'espère que ça se passera mieux. Parce que quand même, quand on promet quelque chose, on n'est pas obligé de le faire. Mais quand on le jure, comme vous venez de le jurer... Mais moi, je suis une femme de parole. Hein. Dis-moi, t'as un jeu ou quoi? Ah oui, Ils mais me le jeu disent dans des l'oreillette styles. que t'as un jeu. Mais oui, c'est mon ami Guillaume qui m'a fait des photos formidables. Alors, tout le monde joue. Ouais. Un demi-point par demi-bonne réponse. On a mélangé deux styles, deux styles, chérie. D'accord, C'est ok, magnifique. chérie, d'accord. Il faut que tu dises les deux personnes, que tu retrouves les deux styles. Ça, c'est Zemmour. Oui. Et Sylvie Vartan. Zemmour et qui? Oui. Même bord politique. Non, c'est Marine Le Pen. Non, Mar- Marion Mar- Maréchal. Marion. Un Maréchal. point, deux demi-points pour Thierry. On continue. C'est bien. Christine Boutin. Et Et Jean-Marc Morandini. bravo, un demi-point Oh là. là là! Ah, Waouh, c'est vrai en plus! ah, c'est Ça incroyable. fait peur, hein? Ouais, ça fait Ah peur. oui, ça fait peur. J'en ai d'autres. J'en ai des plus flippantes. Ça, c'est Renault. Ah Non. bon, ouais, Oui. C'est Renaud Non, et c'est Fillon. Fillon. Fillon et Renaud. Et Renaud, bravo Thierry. Putain, mais je suis C'est bon. super fort. Un préféré. Marianne James. Marianne Stéphane James. Bern et Marianne James. Marianne James, c'est Bravo. Qu'est-ce que c'est bien fait. Comment s'appelle le mec qui fait Il ça? s'appelle Guillaume. Il est très très fort. Il a un site, il est sur Twitter. Il a fait un livre. C'est un génie. C'est un génie, là. François Hollande et Martine Aubry. Ouais, Bravo, ouais, c'est là. Hollande et Aubry, Ça marque ouais. là. Ouais, tiens. François Hollande On et peut faire Martine ça Aubry. des plombes, en fait. C'est bien, là. Marine Le Pen et Kim Jong-un. Marine Le Pen et... Kim Jong-un. Bah, Oh, il y a beaucoup de points là. Hein. Vous suivez Oh là, Ah, vous mais ça comptez marche. les ils sont forts, points, ils sont forts, là. ils sont forts. Ah, le palmacho largement devant. Ah ouais. C'est génial. C'est drôle, ce jeu. Ouais. Ah, c'est là là. Juppé et Bernadette Ouais. Chirac. Ouais. Ribéry et Regarde. Ah ouais, ouais. Tu reconnais Sarko? Ah ouais, Sarko. Ah oui, grave. C'est le meilleur, celui-là. Ah oui, il est bien. Il est bien, hein? C'est top, c'est là. Oula! C'est moi. Et Christina. Ouais. Ouais. Une dernière. Petite dernière pour la route. Oh. Laurent Baffier. Ah, bah Laurent et Pamela Anderson. Pamela Bravo. Anderson, bravo. Bravo. C'est ça, facile. Qui a gagné? Qui a gagné? Pas le macho. Ouais, bravo. Le palmacho. Encore un succès pour le palmacho. Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve sur Terre après la nuit. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Christina Cordula, de Marc Trévidic, du Palmacho. Et on passe maintenant à notre interview TTO de la semaine. T'étais où? À Lille. Rebonsoir, Marc Trévidic. Bonsoir. Alors, Marc, on a tous en tête les propos du président de la République au sujet de la magistrature. Cette institution est une institution de lâcheté parce que c'est quand même ça. Tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique. La justice n'aime pas le politique. Vous savez à quoi vous en tenir maintenant, hein? Le président ne vous aime pas. Oui, mais enfin, c'est un peu réciproque. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les politiques non plus. Ouais. Mais je crois qu'il a une mauvaise idée parce que les magistrats qu'il voit, c'est les courtisans. Ouais. Il ne voit pas les magistrats qui travaillent Ceux en qui France. bossent, ouais. Fatalement, tous les présidents ont ce problème. Ils sont entourés par une cour, y compris de hauts magistrats. Donc il n'a pas d'idée de ce que font les juges ordinaires dans toutes Non, les mais quand on est un juridictions. juge, déjà, ça gagne pas beaucoup de blé, il faut dire la vérité. Ouais, Après, on oui, se donne enfin, un mal de chien. Faites du black un peu, non? Non, Le problème, on ne peut pas. non mais c'est vrai quand même, vous donnez Ouais. du mal, vous bossez, vous gagnez pas beaucoup.
et à la sortie, vous êtes traité très mal quand même. C'est vrai que l'institution elle-même est une institution qui ne remplit pas son rôle suffisamment. C'est vrai que c'est une institution qui est un peu au service de l'exécutif. C'est une tradition très française. On n'a pas de vraie séparation des pouvoirs. On n'a pas un vrai poids dans la société. Donc ce que vous dites là, c'est qu'il n'a pas tellement tort. Il n'a pas complètement tort. Il faudrait arriver à ce qu'on coupe le cordon avec le pouvoir exécutif et que les gens aient du courage et qu'ils n'attendent pas un avancement, le fait du prince. Donc on a une institution qui est basée sur une soumission. Là où il a tort de dire que les magistrats... Enfin, il a dit l'institution. La plupart des juges se moquent de ça, font bien leur travail et la tort. En général, le parquet n'en a rien à cirer. Wow. Ça m'est venu comme ça. Hein. Ceci explique quand même un petit peu le mépris avec lequel vous avez été exilé à Lille. Alors bien sûr, il y a la règle des 10 ans. Un juge ne peut pas rester 10 ans au même endroit. Mais enfin, il y a quand même une exception qui aurait pu être faite pour le meilleur juge antiterroriste de France. Oui, mais les exceptions, c'est difficile. Je ne vais pas parler de mon cas. Il y a des bons juges antiterroristes, hein, il ne faut pas croire non plus. C'est pas parce qu'ils ne sont pas médiatiques qu'il n'y en a pas qui... On n'a jamais eu autant besoin de vous que maintenant. Alors là, c'est un autre problème. C'est qu'effectivement, il y a de toute façon un sous-nombre et que c'est un peu dommage que tout le monde ne puisse pas travailler la matière. Aujourd'hui, vous êtes vice-président du tribunal de grande instance de Lille, chargé des affaires familiales. Comment tu dois te faire chier? Mais ça rigole pas, il y a un truc où vous seriez très qualifié. C'est 2 djihadistes qui veulent divorcer. Mais là, c'est... Là, vous êtes le meilleur. Qui aura la garde des explosifs? Enfin, c'est ça. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Ils ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor, les gens du Nord. Mais vous en pouvez plus, hein. Vous en pouvez plus du maroilles. Vous dites steak au maroilles, tartine au maroilles, salade au maroilles, magret au maroilles. Ils en mettent partout du maroilles. Non, mais ils sont adorables, franchement, les gens du Nord. Mais c'est vrai que le maroilles, j'ai du mal. Alors vous dites, je suis un exilé géographique. Je veux chanter pour ceux Alors, je suis un exilé géographique, je suis à Lille, sans ma femme et mes enfants. Ça fragilise psychologiquement quand même. Oui, tout à fait. Vous êtes dans un petit appartement tout seul. Non, mais un petit studio. Et elle qui s'éclate à Paris. Non, c'est pas facile de gérer les mômes. Oui, il y a les mômes. Bon, vous n'avez plus vos mômes en plus. Je les vois le week-end. Alors vous dites en même temps, j'ai le temps d'occuper mes soirées à écrire. Hein. Votre dernier livre, à l'âme, c'est très bien vendu. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le Nord, quand on n'est pas alcoolique et qu'on couche pas avec sa sœur, on se fait chier. Encore faut-il le dire quand même. Ah, il y a des nordistes là. Et puis il y a la musique. Je passe ma vie à lancer des musiques. Il y a des gens qui ont envoyé des tweets en disant qu'ils en avaient marre. Ils ont raison. On va regarder la musique. Sweet Jane, Marc Trévidic, sur ce plateau. T'as vu Nicole Ferroni, comment elle ne lâche pas le parquet, hein, jamais. Alors revenons à l'actualité, vous avez déclaré, on a 10 années dures à passer. Vous dire que François Hollande risque de se faire réélire 2 fois, c'est ça? Mais 10, vous êtes gentil, parce que pourquoi 10? C'est-à-dire par rapport à ce qu'on vit actuellement, on a 2-3 ans de retour de djihadistes, 4-5 ans à les gérer, tous ceux qui vont rentrer en Europe, un peu partout. Ça va commencer avec l'attaque sur Mossoul, il y en a plein qui vont oui, c'est ça, c'est-à-dire que plus l'État islamique va s'effondrer, plus ils vont revenir ici, en fait. C'est la tumeur centrale, et puis il y en a plein qui vont revenir un peu partout. Vous pensez quoi de l'idée d'enfermer les fichiers S derrière des barbelés surveillés par des miradors? Moi, je reste sur le principe qu'il faut des preuves pour incarcérer les gens, il faut des juges aussi. Vous dites c'est ce que veut Daesh en fait, c'est que on les mette dans des camps de façon à faire monter la pression et créer la guerre civile en fait. C'est leur seule stratégie possible. Un groupe terroriste est fort parce qu'il arrive à recruter. Dès qu'un groupe ne recrute plus, il est mort. Donc leur stratégie, c'est qu'est-ce qui va faire que des jeunes musulmans vont venir vers nous. Et ça ne peut être que notre réaction à nous. Si on surréagit et qu'on prend des mesures injustes,
disproportionnée, indifférenciée surtout. Les gens qui sont tongents vont effectivement croire qu'on est islamophobe, croire qu'on en veut à l'islam, et ils vont rejoindre Daesh. Mais il n'y a pas de solution à court terme, il n'y en a plus à court terme. Il faut maintenant éviter que la prochaine génération se radicalise, pratiquement. Comment on peut éviter que la prochaine génération se radicalise? Vous prenez des jeunes qui ne sont pas radicalisés, qui ont 12, 13 ans, et il faut s'adresser à eux, il faut leur expliquer les dangers d'une religion fondamentaliste, de la violence. Eux, ils sont ouverts, ils ont l'esprit ouvert, puisqu'ils ne sont pas radicalisés. Mais il faut que quand ils auront 14, 15 ans, 16 ans, si un copain essaie de les emmener vers ça, il ait des défenses immunitaires, vous voyez. Donc il faut vraiment cibler au niveau éducation, au niveau information. Ans, Bah oui, c'est un peu comme la drogue, il faut commencer avec ceux qui n'en ont jamais pris en disant « il faut jamais que t'en prennes ». Alors, le pire est-il toujours sûr? On va faire une interview Pire Express. Alors, Marc Trévidic, la pire journée de votre vie? C'est à égalité absolue la mort de mon père et de ma mère. Ouais. La pire personne pour diriger la France? Ceux qui l'ont déjà fait, grosso modo. La pire idole de votre jeunesse? Ah, c'est Babar. Parce que Babar m'a fait croire qu'un homme politique, un dirigeant, pouvait être honnête, juste, droit, nous aimer, nous protéger. C'était des conneries. C'était pire que le Père Noël, quoi. Le pire truc que vous ayez vu à Lille? Des parents qui veulent pas de leur enfant, ni l'un ni l'autre. Il y a un endroit où on peut les laisser, parce que ça m'intéresse. La pire fonction que vous ayez occupée, Marc? La pire, c'est quand même la 8e section. C'était la section des crimes et délits flagrants. C'était les comparutions immédiates jusqu'à 1h du matin, les crimes la nuit, donc être réveillé la nuit, pratiquement toutes les nuits pour aller voir des cadavres. À l'époque, j'ai 97 à 99. La pire émission où vous avez été invité? Au Grand Journal, parce qu'on m'avait dit que Nathalie Portman était invitée. Et je suis arrivé, elle n'était pas invitée, quoi. Allez, mec, c'est un truc que j'ai pas pensé, ça, c'est pas con. Alors, je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais mes gardes du corps aussi étaient hyper déçus. Le pire cadeau qu'on vous ait fait? Un briquet, parce que je venais d'arrêter de fumer. Je voulais faire la surprise à mes parents et ils m'offrent un briquet. Beau briquet. Alors, je me suis remis à cloper, là. La pire question qu'on vous ait posée? Alors si, c'est toujours, est-ce que j'ai peur d'être buté par des islamistes? C'est une question qui, voilà. Vous avez combien de gardes du corps? Ah, je réponds pas à ces questions-là, justement. Je suis aussi con que les autres. Bien. On passe maintenant à la promo de Blacko. Attention, image choc. La principale différence entre Daesh et l'Arabie Saoudite, c'est la couleur des vêtements. Les Saoudiens s'habillent en blanc, les djihadistes en noir, mais pour le reste, ils appliquent la charia exactement de la même manière. On s'indigne de la barbarie de Daesh, mais c'est pareil en Arabie Saoudite. On y décapite en place publique les meurtriers, les homosexuels et ceux qui blasphèment. On y lapide les femmes en cas d'adultère. Quant aux voleurs, on se contente de leur couper les mains. Sinon, vous avez le cas du jeune Ali Al-Nimir. Après avoir participé à une manifestation contre le pouvoir, il a été condamné à être décapité, puis crucifié en place publique pour que son corps pourrisse aux yeux de tous. En fait, Daesh et l'Arabie Saoudite partagent la même idéologie totalitaire. Du coup, l'hypocrisie de la France est flagrante. Il n'y a qu'à écouter Manuel Valls. Face à ce totalitarisme islamiste, la France mène et mènera une guerre implacable. La bonne blague! Au contraire, la France déroule le tapis rouge saoudien. Notre président a même remis la Légion d'honneur à leur ministre de l'Intérieur. Alors bien sûr, il y a la réelle politique. Les Saoudiens ont le pétrole et les dollars qui vont avec. Est-ce qu'il n'est pas indécent de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite, un pays qui a exécuté 134 personnes? Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois, et pas seulement avec l'Arabie Saoudite alors. Mais pourquoi la France a refusé de vendre des frégates à la Russie alors qu'elle rêve de vendre des Rafales ou des chars Leclerc aux Saoudiens? D'ici quelques années, Daesh sera vaincu comme l'a été Al-Qaïda.
Mais la réponse militaire ne suffit pas. Il faut aussi lutter contre ceux qui propagent l'idéologie des djihadistes. Il faut se poser la question pourquoi les djihadistes ont ces idées-là et d'où viennent-elles? Parce que ces idées sont soutenues par des puissances, par des États comme l'Arabie Saoudite qui financent. Alors, à quoi ça sert de combattre Daesh si on soutient l'Arabie Saoudite qui dépense des milliards chaque année pour répandre l'islam intégriste à travers le monde? Voilà, c'était la promo de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Merci. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en géopolitique et vous publiez Les vrais ennemis de l'Occident aux éditions de l'Artilleur. Bienvenue parmi nous. Alors Alexandre, vous dites, l'islamisme radical, c'est pas seulement Al-Qaïda et Daesh, mais des États amis de la France, les monarchies du Golfe, mais aussi la Turquie, ce qui représente quand même une menace beaucoup plus sournoise. Tout cela vient de la guerre froide. Pendant la guerre froide, on a élaboré au sein de l'OTAN la stratégie de la Muslim Belt. Il fallait empêcher la Russie d'accéder aux mers chaudes par la constitution d'une chaîne d'États, si possible islamistes radicaux, puisque l'ennemi étant le communisme, les plus anticommunistes n'étaient pas Kamel Daoud ou les musulmans laïcs, c'était plutôt les islamistes. Et malheureusement, après la chute de l'ex-URSS, cette stratégie a été continuée en Bosnie, au Kosovo, en Irak, où on a démantelé un État laïque au profit d'islamistes à la fois chiites et sunnites, tout le monde en avait pour son compte. On a continué ça en Libye. Et entre-temps, je ne parle même pas des frères musulmans qui ont été sponsorisés pratiquement par tous les États occidentaux, sans oublier la France qui a mis Khomeini au pouvoir, alors que l'avion pouvait très bien ne pas son avion. Absolument. Oui, alors ça explique pourquoi on est amis avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous ces gens-là, et pas avec Poutine, alors que si on devait se défendre de ces gens-là, Poutine serait quand même un allié naturel. Même si son régime n'est pas exempt de critiques, il y a énormément d'exagération à propos de ce qui se passe en Russie, parce que justement, nous sommes toujours quelque part en guerre froide. Vous savez que récemment, les dirigeants américains, Obama lui-même ou Hillary Clinton, ont dit que la Russie était un danger plus grave que Daesh. Et voilà des gens qui pensent que la Russie est plus dangereuse que ceux qui viennent égorger ou tuer nos enfants sur nos terrasses. Alors, Marc Trévidic, vous dites, lutter contre l'islam radical tout en serrant la main du roi d'Arabie Saoudite revient à dire que nous luttons contre le nazisme tout en invitant Hitler à notre table. Oui, ça, j'ai dit ça il y a déjà quelques temps. C'est tellement une évidence. Bah oui, c'est une évidence, mais on continue quand même. Alors oui, mais si on reprend à la base, le salafisme d'aujourd'hui, y compris dans sa version la plus rigoureuse, c'est quand même le produit d'années de diffusion du wahhabisme sur la planète. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, il faut rappeler que 75 milliards de dollars, 65 milliards d'euros, ont été dépensés depuis 1980 par la seule Arabie Saoudite qui n'est que l'un des 5 pôles de l'islamisme radical. C'est-à-dire on n'a jamais vu un financement aussi extraordinaire, aussi planétaire, aussi massif. 75 milliards de dollars. Ce sont des chiffres sérieux pour financer le salafisme dans le monde. On n'a jamais mis autant d'argent dans le financement d'aucune propagande, que ce soit le nazisme ou le communisme. Jamais un totalitarisme n'a disposé d'autant de moyens financiers. Et c'est pour ça que, regardez, le Mali, on avait un islam très tolérant au Mali, imbibé de traditions africaines. Aujourd'hui, le chef de l'islam officiel à Bamako est quelqu'un qui était formé par les Saoudiens et qui a même défendu à plusieurs reprises les djihadistes au Nord Mali quand la France, appelée par le gouvernement, est allée les défendre. À quoi sont utilisés ces 75 milliards? C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire, ils nous font la guerre par Daesh, violemment, mais eux, ils rachètent le PSG, quoi. C'est une guerre idéologique. C'est pour ça que moi je dis le terrorisme n'est pas l'ennemi. Le terrorisme, c'est un moyen d'action, c'est un mode opératoire de type militaire ou guerrier. Ce qui est le véritable ennemi, c'est une entité vivante, organisée. Lénine avait dit « Les capitalistes nous vendront la corde pour les pendre ». Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Je suis tout à fait d'accord. Non seulement nous trahissons nos propres valeurs, mais en plus, nous trahissons même nos immigrés musulmans. Parce que confier nos concitoyens musulmans à ceux qui ont pour programme de ne pas les intégrer, parce que pour eux, l'intégration, c'est l'intégration à la mécréance. Moi, j'ai retrouvé tous leurs textes dans mon livre que je cite, et ils disent explicitement qu'il ne faut absolument pas intégrer ces gens parce qu'ils deviendraient en quelque sorte impurs. Donc on a confié la gestion de l'islam en Europe, et ce n'est pas que nous, pas que la France, tous les pays occidentaux, au grand pôle de l'islamisme radical, à commencer par l'Arabie Saoudite, la Ligue islamique mondiale, l'Organisation de la coopération islamique, etc. Enfin, tous ces pôles de l'islamisme radical qui ont un projet non seulement de non-intégration, mais de conquête du monde, se sont vus confier la gestion... C'est une démarche néo-impériale, en fait. C'est une démarche néo-impériale, mais facilitée par les anciens impérialistes. Et nos politiques font croire qu'ils ne savent
savent pas, mais leur serrent les mains. Les mêmes qui insultent Poutine et qui disent qu'il faut le faire passer devant un tribunal pénal international, les mêmes reçoivent avec les honneurs. Il le sait, ça, Hollande. Il le sait parfaitement. C'est très grave. C'est très grave, parce que ça veut dire que si Valls, Hollande, pour parler que d'eux, évidemment, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils savent ça, s'ils ont les preuves que vous apportez dans votre livre, d'ailleurs, qui est épais comme ça, s'ils savent ça et qu'ils continuent à leur parler, à discuter avec eux, à les considérer pas comme des ennemis, ils trahissent la France. Mais bien sûr, la France et les valeurs de l'Occident et les valeurs de démocratie que j'ai appelées société ouverte dans mon livre. Et c'est pour ça que quand j'avais à peine 30 ans, j'ai quitté le secrétariat général à la Défense nationale. Nous faisions des notes sur les nouvelles menaces. À l'époque, les salafistes n'étaient pas encore de nationalité française. Ils arrivaient directement de Médine. Et mon supérieur me disait, ça sert à rien. Nos hommes politiques se contrefichent. Il faut qu'il y ait un grand événement, un sommet, un mondial, pour qu'ils arrêtent ces gens. Mais en fait, finalement, ils ont accepté que des néo-impérialistes, finalement, saisissent nos territoires et s'immiscent dans nos affaires et empêchent l'intégration de nos concitoyens. Alors, quand on dit Sarkozy a vendu la France au Qatar, ça veut dire quoi? C'est que déjà, le Qatar, il ne paye pas de plus-value sur les reventes. Oui, il y a eu ils achètent un immeuble, ils le revendent, ils ne payent pas de plus-value. Alors que nous, le pauvre appartement qu'on va vendre, on a payé une plus-value. Il y a eu beaucoup d'accords fiscaux avec d'autres pays aussi, il faut le dire. Alors, les uns, c'était le Qatar. Hollande, c'est l'Arabie Saoudite. C'est Carib dans Chilla, vous voyez. Donc, dans tous les cas, nos hommes politiques, de gauche comme de droite, restent compromis. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut couper les liens avec ces pays. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre avec ces pays. Il faudrait juste les responsabiliser. Peut-être qu'il ne vous plaisait pas, mais un jour, un homme que j'ai connu, qui s'appelait Charles Pasqua, qui n'est pas énarque, qui m'avait dit, moi, comme je ne suis pas énarque, j'ai la chance d'avoir un peu de bon sens. Mon homologue saoudien, je lui avais dit, est-ce que tu aimerais que je finance des églises chez toi? Il m'a répondu non. Alors je lui ai dit, arrête de financer des mosquées chez moi. Alors, l'Arabie Saoudite a installé à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, le bureau de la Ligue islamiste mondiale, 3000 mètres carrés. Oui. Et le ça, siège, je savais pas. Tu savais le siège au niveau mondial à Bruxelles. Alors cette Ligue islamique mondiale, elle est très intéressante. Elle a pour but explicite de répandre le vrai islam salafiste wahhabite au sein des populations immigrées musulmanes et d'empêcher toute intégration aux valeurs impies. Et c'est en plus, on a même des textes où c'est écrit noir sur blanc. Alors, est-ce que bientôt vous pensez qu'il y aura un parti politique islamique en France financé par l'Arabie Saoudite ou le Qatar, comme c'est déjà le cas en Belgique, avec le parti Nour? Non, ils sont trop intelligents pour cela. Les puissances islamistes et aussi les frères musulmans, comme l'un de leurs guides, Kardawi, disent c'est trop tôt. Pour l'instant, il faut déjà répandre une paranoïa afin de préparer une sorte de sécession, une partition, avec l'argument de l'islamophobie. Faire croire à tous les musulmans de France que tous les Français, d'ailleurs d'origine ou pas, les détestent. Et ça, c'est assez habile. Vous êtes d'accord avec ça? Mais bien, tout à fait. Et je bois du petit lait, j'allais dire. Et je voudrais prendre l'exemple du Canada, peut-être que vous connaissez. En 2003, ils ont failli, ils ont été à ça, d'accepter que la charia en matière civile, pas pénale, soit appliquée. C'est-à-dire que la communauté musulmane applique la charia en matière civile, notamment pour tout ce qui est répudiation, mais etc. Elle a ses propres juges à ce moment-là. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'argument était de dire, de toute façon, les femmes musulmanes ne vont pas aller voir le juge laïque, mécréant, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est contre leur religion. Donc, il vaut mieux qu'elles aient quand même un minimum de tribunaux, donc on va accepter les tribunaux islamiques, puisqu'au moins, il y aura quand même un minimum. Donc, c'est une sorte de partition, si on commence à faire des choses comme ça. Alors, Marc Trévidic, vous avez déclaré, la religion n'est pas le moteur du djihad. Le moteur du djihad, c'est finalement ce que vous dites, Alexandre, le projet totalitaire, en fait. Il y a un projet totalitaire qui, explicitement, dans de nombreux textes, de nombreux pays et organisations, explique qu'il faut un jour envahir l'Europe. Pour vous donner un exemple, le monsieur qui est le président de la formation des imams européens, à Château-Chinon, territoire qui avait été donné pour un euro symbolique par M. Mitterrand. On y enseigne que le but, c'est d'islamiser l'Europe, et Kardawi il a sorti tout cela en disant « mais cette fois-ci, ce ne sera pas forcément par le sabre ». Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. C'est très connu et on a eu beaucoup de difficultés, je dirais, à pouvoir avoir des éléments sur des gens qui étaient passés par là et qui ont mal tourné, c'est moins qu'on puisse dire. Mais surtout, il y a deux méthodes. Il y a la méthode un peu politique, frères musulmans. On accepterait de jouer le jeu politique pour prendre le pouvoir. Et il y a la méthode vraiment des salafistes purs et durs qui veulent pas se mélanger à la démocratie et qui utilisent la violence. En fait, c'est ça. Mais le but final, c'est la charia dans les deux cas. Ils sont logiques avec eux-mêmes. Oui. Ils sont en cohérence avec leurs valeurs. Les vrais responsables sont nos dirigeants qui vendent littéralement leur société. Alexandre Delval, merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite.
Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Christina Cordula, de Marc Trévidic, du Palma Show, et nous accueillons Manuel Ferrara. Manuel Ferrara, bonsoir. Bonsoir. Comme Vin Diesel, Eminem ou Rafael Nadal, vous avez fait rêver tous les adolescents du monde, mais contrairement à eux, vous êtes toujours au top. Vous êtes encore aujourd'hui l'acteur X le mieux payé de la planète. Du HLM de Gagny au Palace d'Hollywood, vous nous direz comment vous avez dû coucher pour réussir. Et maintenant, en l'honneur de Grégoire et David du Palma Show, on va faire un blind test duo. Attention, t'es prêt, Lolo? Okay. Laisse un peu gagner les autres des fois, hein, parce que là... Laurent Brun. Ami de Jonathan. Ah non, besoin de rien envie de toi. Oui, Peter Stone, non? Peter Stone. Peter Stone. Très bien. Et d'une, vous comptez les points dans le quart, hein. Laurent. Simon Garfunkel, ouais. Voilà. Ça va. Qui a répondu? Ah, je crois que c'est... David et Jonathan ont répondu, d'accord. Très bien. Remettez-moi un petit peu le reveal, parce que c'est... Ah là là. Nostalgie quand tu nous tiens. Attention, Laurent. Ah bah Marco, c'est le jour de le dimanche à Bamako, c'est magnifique. Attention, Laurent Brun. Attends. À toutes les filles que Barbelivien, Félix Gray, Barbelivien. Attendez. Non, parce que comme, Laurent, arrête de souffler à Christina. Oui, parce qu'elle n'arrive même pas à répéter ce que tu lui dis. Donc je préfère que tu joues pour toi. J'arrive très bien à répéter ce qu'il dit. Parce que... Mais il y en a quelques-uns que je connaissais déjà. Ne sous-estime pas Christian, il est très fort. Attention, Laurent Brun. À Carioca, les Darmon et Chabat. C'est bien, faites tous comme moi. Spéciale dédicace à Alain Chabat, si tu nous regardes. Attention, Laurent Brun. Passy Calogero, face à la Laurent. Très très bon. Ah, c'est la relève, c'est les jeunes. Non, mais c'est d'accord, ils sont bons. Je suis entièrement d'accord. Tiens, là, si vous arrivez à battre Laurent en blind test, les mecs, double promo. Allez. Ouais. Et double peiné. Attention, Laurent Brun. David et Jonathan. Oui, il l'a. David et Jonathan. On n'est pas obligé de tout écouter non plus. Non. Laurent Brun. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Shelley Cher. Tina Turner. Ike et Tina Turner. Ah, Tina Turner. Excuse-moi, des mais basiques, moi, hein, moi chérie. j'avais dit Tina Turner. Mais oui, tu as gagné un point. Ah, on donne le point à Christina. Bien sûr. À Christina. Laurent. Michael Jackson, Paul McCartney, The Great Prize. Girl is mine. Ah, je suis impressionné, là. Je suis mort, je suis vieux. Alors, arrête. Je suis cuit. Ah là 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 là, Laurent, vas-y. Sheila Ringo. Sheila Ringo. Stop
Jean Deschardins. Ouais. L'ombre. de la Vega, non? Bon, alors, qui a gagné? Palmacho, ouais. Bravo les enfants. Merci. Attention, on passe maintenant à notre deuxième Théotop de la semaine. Grégoire Ludig et David Marseille, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été des pionniers sur cette chaîne. Vous avez connu Direct 8. Ouais. Vous avez commencé avec Morandini. Oui. Qu'est-ce qu'il devient, lui, alors? C'est pas, on ne regarde pas la télé. Vous avez connu D8 oui. Et maintenant C8. C8, ouais. Ouais. À un moment, on a dit que vous partiez sur TF1. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Non, ce sera sur Equidia. Ouais. Oui, c'est mieux. Alors, il y a 3 semaines, la folle soirée du Palmacho numéro 3 a cartonné. Je vous ai fait 1,3 million sur la TNT. C'est très, très bien. Et aujourd'hui, vous revenez avec un film intitulé La folle histoire de Max et Léon. Le problème, c'est que vous avez fait beaucoup d'émissions avant de faire celle-là. Vous avez fait Touche pas à mon poste. Ils sont là, ils sont dans mon petit cœur. C'est la Palmacho, ils adorent. Ça va les petits chouchous? Mes petites beautés, ils sont contents d'être là? Ouais. Oui, très content d'être là pour parler du film. Justement, ça raconte... Alors génial, mais d'abord on se fait les 4 tiers à Jean-Luc. Jean-Luc, il est où? Bon, Jean-Luc, tu nous fais tes 4 tiers. Qui aime les 4 tiers à Jean-Luc? Alors oui, alors ce qu'il y a de drôle à un moment, c'est qu'avec David, pendant le film... Ah ça c'est génial, mais d'abord on va se mettre des frites dans ce luc. Allez, on s'en bat les couilles, on se fait les frites dans ce luc. Tiens, les frites. Ah bah oui, les frites, on a tourné en Belgique. Ah oui, bah la Belgique, alors, super, ça, j'ai une blague belge. Ah, j'adore les blagues belges. Ah, je peux vous dire, j'adore les blagues belges. Alors, vous avez fait C'est à vous avec Anne-Sophie Lapix avant de faire Salut les terriens. Surtout, on peut dire que le gouvernement belge n'a pas réussi à convaincre ses concitoyens. Voilà, l'émission touche à sa fin. Peut-être avant de se dire au revoir, 2-3 mots sur votre film, Grégoire et David. Oui. Ouf, putain, je parle de deux amis. Génial. Qui sont, En tout cas, ça donne envie. Ce qui est rare, c'est que la script qui fait le décompte du magnéto, elle se marre. Là, je veux dire, c'est bon signe. Vous avez fait le grand journal avant de faire... le grand journal. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association contre la maladie de Stoffen. Je comprends. Perdre mon meilleur ami a vraiment été très difficile. Grégoire et David, vous sortez votre film, La folle histoire de Max et Léon. Oui, alors en fait, c'est l'histoire de 2 meilleurs amis. C'est important, les meilleurs amis. Donc, ils aiment bien faire la fête. Nous aussi, on adorait faire la fête. Alors, avant de faire cette émission, vous avez fait On n'est pas couché ici. C'est une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une manière de traiter les conflits actuels. Vous pensez quoi de Daesh? C'est une histoire qui se déroule pendant 4 années, avec des rebondissements, des péripéties, des actions, des rencontres. Vous êtes Charlie? Et donc c'est un film qui sort le 2 novembre. Israël ou Palestine? Ah oui, et même Thalassa, c'est pour dire. C'était un super reportage sur les crabes de Saint-Pierre et Miquelon. Il y a des crabes dans votre film? Non, je crois pas. Non, pas sûr. Eh ben dommage. Tout de suite, un reportage sur les phares du Finistère. Il y a des phares dans votre film. Un big up, un big up. Alors l'avantage ici, c'est que personne ne vous coupera la parole, Laurent. Personne. T'es pas du genre à couper la parole. Alors la folle histoire de Max C'est et Léon. chiant les gens qui coupent la parole quand tu t'attaques une question. La folle histoire de Super relou, casse-couille. Alors la folle, Et ici, ça n'arrive pas. la folle histoire de Max et Léon. Personne ne se chevauche.
La folle histoire de Max et Léon. La règle d'or. C'est un film important. Un pose des questions, l'autre rebondit. Deux, trois vannes. C'est un film mais important. ne pourrit pas l'animateur. Non, mais non. C'est une complicité entre nous, bien sûr. On n'a même pas besoin de se parler, on sait. Bien entendu, on s'écoute. Et jamais. La folle histoire de Max et Léon, c'est un film important. Car pour la première fois. Non, mais là, je rigole. Tu t'arrêtes. Alors, non, sérieusement. Depuis les années 60, on ne rigole plus avec la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, avant, il y a eu la Grande Vadrouille, la 7e compagnie, Papy fait de la résistance, etc. Et puis, au début des années 70, les gens, grâce au chagrin et la pitié, se sont aperçus de ce que les Français avaient fait pendant la guerre. Et vous renouez avec la tradition du film marrant sur la Deuxième Guerre mondiale. Ben oui, on a... En fait, c'est ce que vous avez dit. Nous, on est hyper inspirés de tous ces films, Papy fait de la résistance, La Grande Vadrouille, et on les a regardés 1 milliard de fois quand on était petits. Et c'est ces films-là qui nous ont donné envie de faire des sketchs, d'écrire un film. Et je pense qu'avec David, on avait envie de renouer donc avec ces comédies d'aventure, mais avec une petite touche de modernité, de pouvoir raconter un petit peu, faire quelques parallèles avec... En se focalisant un peu sur les Français, ouais, justement. Alors le pitch, c'est l'histoire de 2 amis d'enfance qui tentent par tous les moyens d'échapper à la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont prêts à tout pour sauver leur peau, parce qu'effectivement, ils sont pas du tout courageux, c'est des vrais Français. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Bah ouais, non, mais on s'est posé la question, justement, qu'est-ce qui se passe si nous, demain, on part à la guerre? Globalement, on a envie de se barrer. Donc, oui, je suis pas sûr que ce soit un on n'est pas sûr de la gagner avec nous. Non, c'est sûr. Non, pas du tout. À un moment, ils braquent des soldats français, ils leur piquent leurs uniformes. Ils sont considérés comme des héros. On les retrouve à Londres, chez le général de Gaulle qui les félicite. Je ne vais pas raconter tout le film, mais c'est très marrant. Ensuite, ils vont en Syrie. Oui. Et là, vous avez découvert un truc, c'est que la Syrie, qui était un protectorat français depuis 1920, en fait, pendant la guerre en Syrie, il y avait les résistants qui se battaient contre les vichistes. Ouais, quand on a fait nos recherches, justement, on a découvert ce passage de l'opération Exporteur, justement. Ouais. La Syrie était sous protectorat vichiste, en fait. Ouais. Et au moment où la Vichy commence à collaborer, les colonies, dont la colonie syrienne, justement, décident de se rallier à Vichy. Donc le général de Gaulle, qui essaie à un moment donné d'asseoir son autorité, essaye de récupérer les colonies et embarque les Anglais pour aller récupérer Damas. Et ça crée une guerre civile dont on ne parle pas du tout, en fait. Alors, film historique, mais avec quand même des thématiques modernes. Oui. Les 2 mecs, c'est 2 Tanguy qui sont complètement apolitiques, indifférents. C'est ça, exactement. Eux, leur simple but, c'est d'être chez eux, aller à la guinguette, à boire des coups, à être entre eux, à se marrer. Et tout ce qui est en dehors de chez eux, ça les intéresse pas trop. Ça. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas, et en fait, ils sont plutôt naïfs et ignorants, plutôt que purement cons, en fait. Ouais. Alors, le mieux, c'est de regarder à quoi ça ressemble. Allons-y. Oui. Non. Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Mouline. Oui. Cette compagnie va filer droit. On dort la soir, et après on file en douce. Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner, cette guerre. Déserté, mais vous n'y pensez pas, j'espère. Je vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente... Une fois dans le désert de Damas, ce sera la routine. C'est grand, hein. On n'est pas dans la merde. On se fond dans Damas. Bonsoir. Vous attaquez l'ambiance, hein. Et vous avez réussi à rejoindre Londres. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle perçant et cheval de nuit. Mais quel talent! C'est ridicule. Voilà la folle histoire de Max et Léon. Ça sort le 1er novembre, ça promet. Alors, il y a 2 choses auxquelles vous ne pensez pas, parce que vous êtes nuls en promo, en fait. Non, c'est vrai. Je sais que vous êtes nuls en bien promo. vu. La première chose, c'est que c'est pas une accumulation de sketchs, c'est un film. Oui. Ouais, on avait à cœur justement de passer des sketchs à la télé, au cinéma, et de ne serait-ce que prendre nos personnages qu'on fait dans les sketchs et de les étirer pendant 1h30, parce que ça marche sur 3 minutes, mais sur 1h30, ça casse la tête. Et même, on avait envie, de nous challenger, entre guillemets, d'arriver avec quelque chose... C'est un vrai film. Hein. Voilà, c'est un vrai film. Il y a du pognon là-dedans. Il y a du pognon là-dedans. Voilà, alors, deuxième chose que vous devriez dire, mais bon... c'est qu'il y a des guests. Ouais. Oui, il y a des à commencer par Cadmerade et Florence Foresti. C'est pas rien, quand même. Il faut le dire, les mecs. Alors, dans le film, il y a des guests. Il y a des personnes comme Cadmerade. Et Florence Foresti. Voilà, ça, c'est des bons arguments. Ça donne envie. Oui, bien sûr. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à notre terrien du samedi soir. Manuel Ferrara
Rebonsoir. Vous êtes donc, Manuel, l'acteur porno le mieux payé de la planète. Tout le monde vous connaît, même si ici, ce soir, personne ne va dire qu'il vous a déjà vu, évidemment. Comme d'hab. C'est normal. Alors, vous êtes né le 1er novembre 1975 au Raincy, sous le nom de Manuel Janin, père électricien, mère femme de ménage. Vous grandissez dans une cité HLM à Gagny. À l'adolescence, vous êtes extrêmement pudique, hein. Très, très pudique. À l'époque, je faisais du judo. Et j'attendais que tout le monde passe à la douche et sorte pour pouvoir, moi, ensuite y aller. Comme c'est beau. En 1997, vous préparez une carte d'anniversaire en découpant et en collant des photos trouvées dans une revue porno achetée au kiosque du coin. Et là... Eh oui, vous découvrez une petite annonce pour un casting. Ça s'appelait Pourquoi pas vous? Voilà. C'était une révélation. C'est assez drôle aussi parce qu'à la base, j'avais pas acheté le magazine. C'était la mère d'une amie qui avait acheté ce magazine en pensant que c'était un magazine de casting traditionnel. Et parce qu'il y avait avec un fascicule qui s'appelait Casting X. Et elle n'avait pas vu le X, elle avait acheté ça. Alors à partir de là, vous conciliez vos cours à la fac de sport avec votre vie de hardeur. 3 ans plus tard, vous rencontrez Gabriel Zéro, qui n'a aucun lien de parenté avec Carl Zéro. C'est un réalisateur de porno type La Vérité si tu bandes. Hein. Ils ont fait le film gay, ils ont fait La Vérité si je m'encule, qui n'est pas sorti encore. Ça doit être très bien. C'est le 2, Et Gabriel est aussi le cousin de Rocco Siffredi qui... C'est ça qui est dingue, c'est que Gabriel est le cousin de Rocco Siffredi. La Rocco vous prend sous son aile. Oui, c'est mieux. Ça fait pas mal, 2 ans et 10 films plus tard, le réalisateur américain John Tagliano vous donne un 2e rôle. Rocco avait le premier, dans une super production ultra célèbre qui s'appelle Fashionistas. Oui, à l'époque, il préparait la plus grosse production porno aux États-Unis. C'est Rocco qui vous recommande. Oui. Il dit au réalisateur, à John, il dit, non seulement il a une grosse bite, mais en plus de ça, il tient des heures. Ouais, en fait, c'est souvent très exagéré lorsqu'ils disent qu'on tient des heures. C'est très souvent plus rapide que ça. Mais le challenge, c'était qu'à l'époque, je parlais pas très bien anglais. Ah oui, c'est drôle. Ouais, mais il n'y avait pas beaucoup de dialogue non plus. mais c'était surprenant qu'il y en ait autant. C'est vrai qu'ils se sont foutus de votre gueule, mais en même temps, ça a aidé à votre succès. Le film va devenir un grand classique. Et vous allez devenir une star. Vous avez eu 7 fois en 10 ans le X-Arco Award. Bon. Et vous avez eu 20 AVN Awards. Prix Nobel de la bite. Ah ouais. Absolument. Absolument, Laurent. C'est arrivé très vite. C'était vraiment grâce à Rocco et à Stagliano de m'amener le grâce aussi à votre sexe. Aussi, ouais. Non mais, la moyenne est de 14 cm. Vous, c'est 22 quand même. Hein. Je sais même pas. Bah. Non, c'est vrai, j'ai jamais mesuré. Tous les mecs c'est mesurent leur vrai. bite. Vous avez même un sextoy à votre nom. Alors on le reconnaît, son sextoy, parce que il n'est pas circoncis. Et aux États-Unis, beaucoup de gens sont circoncis. Oui, la plupart des gens. Voilà. La plupart des gens. Et vous n'êtes pas circoncis. Et on va regarder, donc comme ça, on pourra se faire une idée. Je savais. Do whatever you want with it. It can be a unicorn for Halloween, sword fights. It's also a plunger. C'est une très bonne pub, hein. Oui, parce que c'est marrant, quoi. C'est pas... Ouais, en fait, je suis arrivé ce jour-là et ils avaient une liste de choses qu'ils voulaient que je dise et je leur ai dit, putain, je vais pas faire un truc sérieux pour parler de ma bite, en fait. Alors, après Dana Vespoli, magnifique actrice, merci, avec qui vous avez eu 3 enfants. Oui. Vous êtes en couple avec Kayden Cross, avec qui vous avez une petite fille. Elle a arrêté de tourner. Oui, elle a arrêté, Vous, non. Non. Mais elle est jalouse ou pas? Elle est jalouse si c'est en dehors des tournages. Tant que ça reste dans les tournages, tout va bien. Elle comprend. Elle m'a connu dans le business, donc elle comprend que c'est un mon petit job. cercle très fermé, en fait. C'est un grand cercle. Qui peut s'élargir. Alors, mais il attendait que je la fasse, je connais par cœur. Alors, putain. Alors, avec Kayden Cross, vous mettez en scène votre vie de couple sur les réseaux sociaux. On vous appelle les Brangelina du porno. Vous faites des sketchs humoristiques tout public sur YouTube.
Oui, en fait, c'est sur notre vie, donc c'est bien sûr beaucoup autour du porno, mais... Bon, on va regarder un petit bout, si vous voulez. I know you. Didn't we go to high school together? What? No! Oh my gosh, I know you from somewhere. Tits! You know, for the porn shoot. Donc ça passe une fois par semaine. Un épisode d'à peu près 5 minutes et c'est assez drôle pour nous de faire ça. Ouais. C'est très marrant. Et vous êtes sur Twitch, la plus grande plateforme de gaming du monde, 30 000 followers qui vous regardent jouer à FIFA, quoi. Oui, ça marche très bien. C'est une plateforme de jeu sur laquelle on peut jouer, les gens vous regardent et il y a un chat, donc ils peuvent vous parler directement. Et, Dernière question, votre fils de 9 ans, oui. Vous lui dites quoi quand il vous demande ce que vous faites dans la vie? Alors, mon fils de 9 ans, c'est très important pour moi qu'il apprenne... Le métier? Venant de moi. Non, le métier. Qu'il apprenne venant de moi. Ouais. Et donc, j'ai commencé déjà à lui en parler un petit peu. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment la notion de sexualité et tout ça. Du coup, je lui ai expliqué que j'étais dans la production et que c'était des films que pour adultes. Je lui ai expliqué que il fallait pas qu'il en parle à l'école. Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce que je fais, mais que certaines personnes n'aiment pas. Le beau kiki de tous les kikis, quoi. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci. Merci Manuel Ferrat. Merci à Marc Trévidic. Merci d'avoir été avec nous. On est toujours très heureux de vous voir. Voilà, c'était la P3 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub avec Guillon 2017 et notre battle des idées consacrée à la télévision avec Gérard Louvain et Bruno Patino. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Christina Cordula, Palmacho, de Laurent Baffy. Et on regarde maintenant le best-of Guillon 2017. D'après une étude publiée par un site britannique, les gens d'extrême droite seraient sexuellement plus épanouis. Ah ouais. Il paraît qu'au FN, ça y va. Ils sont totalement libérés, chauds bouillants, très imaginatifs. Mais moi, du Wagner, oui, c'est bon, appelle-moi Rudolf. Mon Rudolf, mon arien, mon dieu grec, lis-moi le dernier Zemmour, lis-moi du Zemmour, appelle-moi Jeanne, libère-moi des Arabes, prends-moi en Amazone, non, pas en brouette thaïlandaise, je les supporte pas, les jaunes, les niakou et les faces de citron, prends-moi la française, à la tricolore, plante-moi ton drapeau. Ils sont très libérés au Front National. Et puis vous avez aussi les sadomaso, ceux qui ont besoin d'avoir mal pour jouir. Mets-moi du rail, baise-moi Angela là-bas, j'ai envie de souffrir, j'ai été méchante, appelle-moi Fatima, récite-moi le Coran, arrache mon burkini, punis-moi, sors ta merguez, fouette-moi, lapide-moi, grand remplace-moi. Ça, t'es en forme. En même temps, restez quand même prudents. Je rappelle que le conseiller municipal FN de Mantes-la-Ville a été retrouvé mort la semaine dernière, entouré de sextoys. Un aigle de la Wehrmacht en bronze, extrêmement mal placé. International, le djihad... Pardon, oui, c'est vrai, il y a un petit coup de cymbale, j'avais oublié. C'était très bien, on recommence. International. Le djihadiste Berwan Mehamed, arrêté en Suisse alors qu'il demandait l'asile politique. Bah oui, non, ça se comprend. Ancien nazi, mafieux, évadé fiscal, la Suisse est prête à vous accueillir, mais djihadiste, non. Les Suisses ont une éthique quand même, un minimum. Justice. Accusé de blanchiment, de fraude fiscale. T'as sursauté encore. Ah oui, ça lui fait peur, ça lui fait peur. Refaites pour voir, faut que j'y arrive. Allez-y. Ça va, c'est bien. Justice.
Accusés de blanchiment de fraude fiscale, les Balkany contestent la saisie de leur moulin de Giverny par la justice en évoquant un acharnement judiciaire. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Après Marrakech et Saint-Martin, on leur pique le moulin de Giverny. Non, non, Giverny, c'est l'endroit où ils se sont aimés. Il y a une valeur sentimentale très forte. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une soirée caritative ? Une sorte de téléthon où les gens appelleraient pour faire des promesses de dons, que les Balkany retrouvent une maison. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus à ce tout premier Balkanyton. Pour m'accompagner ce soir, Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud, Claude Guéant, Bernard Tapie, tous ont répondu présent pour essayer de sauver le moulin des époux Balkany. Deux bâtiments principaux de 600 et 200 mètres carrés, c'est là où Patrick a fait ses premières fausses déclarations aux impôts. C'est aussi là, dans le pool house, qu'il s'est fait faire une pipe en menaçant une fille avec un 357 Magnum. Beaucoup de souvenirs. 4 millions d'euros, c'est la somme qu'il faut réunir ce soir pour permettre aux Balkany de conserver leur manoir, leur refuge depuis 30 ans. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont envoyer du pognon. D'après Nicolas Sarkozy, dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Une phrase qui a soulevé un véritable tollé. Mais non, non, il a raison Sarkozy. Nos ancêtres sont tous gaulois, tous. Vous avez Sarkozix, un petit gaulois hystérique qui rêve de redevenir le chef du village. Enfant, il est tombé dans la marmite de potions magiques. Depuis, il n'arrive plus à maintenir ses épaules. Toujours accompagné de la délicieuse Carla Brunix, la bardesse du village. Dès qu'elle chante, ils sont obligés de l'attacher, les animaux s'enfuient, la pluie tombe. Vous avez Soporifique, le chef, mou et faible, incapable de choisir. Il ne se réveille qu'en période électorale. À ses côtés, son ministre des Finances, Priapix, qui tripote toutes les journalistes qui croisent. Avoir la Gaule, l'expression vient de là. Pour finir, n'oublions pas Balkanix, le voleur, l'escroc, qui a planqué tout son argent en Helvétie. Et Xénophobix, personnage raciste, intolérant, bête comme chou. Elle veut bouter tous les étrangers hors de France, hispaniques, gothiques, arabiques. Aucun doute possible, nous descendons tous des Gaulois par toute tête. On termine avec une belle image, un beau geste. Alors que la primaire de droite est de plus en plus violente, Nicolas Sarkozy a adressé un tweet de soutien à son ami Alain Juppé. « Je veux un gigantesque plan pour que chaque personne âgée puisse finir sa vie en étant respectée. » Il n'y a aucune raison qu'au soir du 27 novembre, quand j'aurai gagné la primaire, que je laisse Alain Juppé finir sa vie dans un hospice de Bordeaux. Je ne le ferai pas. Je veux qu'il soit placé dans une maison de retraite accueillante et qu'il fasse des activités. À 72 ans, on n'est pas fichu, Thierry Ardisson. Même. Et même si Alain est diminué, il peut tout à fait devenir délégué, chef de table ou responsable des ateliers de Sudoku. Et je me battrai jusqu'au bout pour qu'il obtienne ce poste. Je vais vous dire une chose, Thierry Ardisson. En maison de retraite, on a la photo. Alain est un animateur et un danseur hors pair. À la semaine prochaine. Voilà, c'était le best-of de Stéphane Guillon qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, au théâtre de Jazé. Voilà, on passe maintenant à la battle des idées. Bye bye. Et c'est le producteur Gérard Louvain et l'ancien directeur des programmes et des antennes de France Télévisions, Bruno Patino, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Battle de ce soir, la télé, école ou opium du peuple. La télévision, c'était le média du XXe siècle. Elle nous a informés sur ce qui se passait dans le monde. Ce matin à l'aube, sur le mur de Berlin, une nouvelle brèche s'ouvre, place de Potsdam. Elle nous a appris plein de choses intéressantes. Dans ce domaine, a précisé le commandant Cousteau, le succès a été difficile mais complet.
elle nous a aussi fait passer de bons moments. Et tout ça sans bouger de son canapé. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et que les nouvelles générations délaissent la télé pour d'autres écrans. Bref, si la télé ne se réinvente pas, a-t-elle encore un avenir? Depuis quelques années, la télé nous propose plein de nouvelles chaînes, mais les programmes, eux, restent les mêmes. La dernière grande nouveauté remonte à 2001 avec la diffusion du Loft sur M6. Au début, la télé-réalité faisait scandale. Mais depuis, M6 a créé un style d'émission où les anonymes deviennent les vedettes, comme dans Top Chef ou La Nouvelle Star. Au lieu de rester enfermés en studio, les animateurs d'M6 vont à la rencontre du public pour les aider à trouver un appartement, comme Stéphane Plaza. 90 mètres carrés tout en parquet. Ou pour les aider à changer de look, comme Christina Cordula. De son côté, France 2 fait tout le contraire. Dans ses nouvelles émissions de l'après-midi, les animateurs restent enfermés en studio et ils papotent avec leurs invités et leurs chroniqueurs. Résultat, les audiences sont tellement mauvaises que Vincent Mellet, le patron de France 2, s'est fait virer. Le limogeage de Vincent Mellet, le patron des programmes de France 2. Qui n'a rien vu venir et a appris son limogeage quelques heures avant cette annonce. Désormais, pour faire de l'audience, il faut s'adapter aux téléspectateurs. C'est le secret de Cyril Hanouna sur C8. Grâce aux 7 millions de fans que son émission cumule sur les différents réseaux sociaux, il sait exactement ce qui plaît ou ne plaît pas à son public. Je veux remercier le public d'avoir été nombreux à nous suivre. Chaque jour, il peut adapter son programme en fonction des commentaires de la veille. C'est exactement ce que fait Netflix à une très grande échelle. Avant de se lancer dans la série House of Cards, Netflix a proposé 10 bandes annonces différentes à ses 100 millions d'abonnés dans le monde. Ça a permis d'analyser précisément ce qui plaisait ou ne plaisait pas au public. Résultat, la série est devenue un énorme succès. Alors sachant que Netflix investit 6 milliards par an dans ses nouveaux programmes, soit 2 fois le budget de France Télévisions, autant dire que la bonne vieille télé à papa a du souci à se faire. Voilà, c'était l'édito de Blaco, mise en image de Julien Grappe. Gérard Louvain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur de musique, de cinéma, de spectacle, bien sûr, de télévision. On vous doit Sacrée Soirée, Ciel Montmardi, sans aucun doute, j'en oublie. Energy Award, Miss France. Enfin, Gérard Louvain, mesdames et messieurs. Bienvenue parmi nous, Gérard. Bruno Patino, bonsoir. Vous êtes ancien directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Vous êtes aujourd'hui directeur éditorial d'Arte et vous publiez chez Grasset un livre intitulé Télévision, bienvenue parmi nous. Alors dans votre livre, La télé de papa est morte. Bruno, vous écrivez « La télévision souffre d'un paradoxe. Elle est faite par ceux qui ont vécu son apogée, quand elle était le média sûr de lui et dominateur, hypnotisant ses téléspectateurs, mobilisant les masses. » Donc elle est morte, la télé de papa. La télé de papa, oui, mais elle se réinvente. Donc c'est assez... elle se réinvente sur d'autres écrans. Ouais. Donc en fait, le téléviseur est regardé par une population de plus en plus vieillissante, mais les images sont partout. Ouais. Et donc la télé, on a du mal à la définir maintenant, oui. Alors pourquoi elle est morte, la télé de papa? Non, mais d'abord un truc, les images, c'était rare avant. Ouais. Donc il y avait un effet magique d'être devant un poste avec des images. Ouais. Maintenant, les images, elles sont partout. Ouais. Et donc la télé, elle est noyée dans ce torrent d'images. Donc elle n'est pas morte, mais vraiment, comme elle est partout, elle est un peu nulle part et elle se réinvente totalement. Ouais. Et donc on est dans un moment assez particulier où il y a à la fois encore la télé de papa, fait par des êtres humains la assez télé de particuliers. Papa, alors, par exemple, Drucker, c'est la télé de papa, on peut le dire. Oui, mais c'est pas péjoratif. Non, non. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, dont vous êtes d'ailleurs, c'est pour ça que je dois votre portrait à un moment donné. Non, des gens qui ont duré, des gens qui durent, qui sont là, qui ont fait ce média. Et puis de l'autre côté, il y a une espèce de système qui arrive, des systèmes chargés d'images faits par de grandes collectivités. Ouais. Et c'est ce moment-là qui est intéressant, c'est entre les deux. Tout est dit dans le sujet. Ouais. Tout est dit. Non, mais c'est exactement ça. Parce que moi, je dis toujours, j'ai fait énormément de choses. Il y a avant 2000 et après 2000. Et celui qui n'a pas compris qu'après 2000, tout avait changé, il est mort. Il est mort. Moi, j'ai travaillé quand même pour la télé-canapé. Ce qu'on appelle la télé-canapé, c'est où il y a le petit enfant de 5-6 ans, il y a le grand frère de 16 ans, il y a la maman, il y a la grand-mère. Et ils disent, vite, vite, on rentre, il y a Sacrée Soirée, vite, vite, il y a Drucker, vite, vite, machin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le gosse de 4 ans? Il est sur sa petite tablette, hein, il s'amuse. Le gosse de 16 ans, à la télé, c'est même plus ce que c'est. Les parents, la maman est là, le papa est là, etc. La télévision, c'est fini. Je pense que ça va être très, très dur à renouveler, moi. La télévision, maintenant, c'est
les ordis, c'est les tablettes, mais j'ai peur que ce soit difficile. J'ai vraiment peur que cette télé ne se développe pas, tu vois, parce qu'il n'y a pas les moyens. On n'a pas les moyens de la télévision. Quand on fait un prime sur TF1, c'est 800 000 euros, c'est 1 million d'euros. Moi, je vois pas. Quand j'ai vu arriver toutes les petites chaînes, je me suis dit, ça y est, c'est formidable. Il va y avoir des nouveaux animateurs, il va y avoir des nouveaux concepts. Citez-moi des nouveaux concepts. Citez-moi des nouveaux animateurs. Parce que, et je finis là-dessus, vous avez connu ça par cœur. Avant une production, il y avait le producteur et son animateur. Ils bossaient comme des malades. Et tout ça. Maintenant, on achète des concepts à l'étranger. On prend un animateur là ou là et on fait le truc. Et c'est comme ça que ça marche pas. Il y a un problème supplémentaire, c'est que des concepts à l'étranger, il n'y en a plus tellement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de grands formats aujourd'hui à acheter. Mais un jour, Nance Paolini, quand j'étais conseiller à TF1 il n'y a pas longtemps, m'a dit « Explique-moi pourquoi il n'y a plus beaucoup de création. » Je lui ai dit « Je vais t'expliquer. Un producteur dont vous êtes, il a un concept qu'il vient de créer, il arrive pour voir la direction, et là, on lui dit « Ça marche où? Ça marche en Hollande? Ça marche en Angleterre? » Ah ben non, je le crée. Ah non, on ne prend pas le risque. Qu'est-ce qu'il fait, le mec qui a la boîte à faire vivre? Il va au MIP, il achète des concepts, il fait le concept, et pendant ce temps-là, il ne crée pas. Parce que pendant ce temps-là, il travaille. Il fait travailler sa société, mais il n'a pas le temps de réfléchir. C'est exactement ça. Vraiment. Oh, les vieux cons. Arrête, toi. Mettez deux vieux cons ensemble. Oh trois vieux cons. Oh, 1, 2, 3. Trois vieux cons. Alors, tiens, voilà un sujet qui vous concerne. La télé doit-elle coacher les gens? Parce que aujourd'hui, la télé n'éduque plus comme du temps de l'ORTF. Aujourd'hui, la télé dit aux gens comment il faut vivre. Vous êtes à fond là-dessus. Oui, mais je ne suis pas contre. Moi, je trouve que c'est bien d'expliquer aux gens et de passer un savoir à quelqu'un de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui c'est difficile d'accès. Et je trouve que c'est plus simple si on peut se documenter par des émissions de télé comment est-ce qu'on peut faire pour acheter un appartement, quels sont les pièges à éviter. Moi, pour la mode... il faut savoir que la mode, dans les années 80, elle n'était pas du tout accessible et qu'aujourd'hui, on est arrivé à avoir des prix sympas partout. Et donc, du coup, il faut justement dire aux gens comment est-ce qu'il faut être style parce qu'on ne savait pas trop M6, comment ça se passait. c'est vraiment ça, c'est la télé-coaching, quoi. Oui, c'est la télé-coaching, mais moi, je ne suis pas aussi pessimiste. Hein, je veux dire, parce qu'il y a un paradoxe de dire la télé n'éduque plus, la télé ne fait plus ça. Il y a des images partout et en même temps, les gens passent par les images pour le savoir, pour se rencontrer. On voit partout dans les réseaux sociaux. Et donc, moi, je ne crois pas du tout que la télé école du peuple soit en train de disparaître. Ce qu'il y a, c'est que c'est le canal unique, école du peuple unique, qui est en train de disparaître. Voilà, c'est la classe ça, c'est unique. l'école aussi. Ouais. Dans l'école aussi, il n'y a plus de classe unique pour tout le monde. Moi, ce que je crois quand même, c'est que la télé a un rôle justement paradoxal aujourd'hui de cultiver une certaine rareté des images. Et enfin, moi, je suis assez optimiste sur le fait de pouvoir diffuser des images qui font sens, pas forcément sur l'écran de télévision, mais ça n'a pas d'importance. Quel jugement vous portez sur la télé d'aujourd'hui? Nous, comme on est beaucoup à l'observer pour essayer de faire des sketchs et des parodies, c'est de plus en plus difficile en fait. Il nous C'est faut pour ça qu'on a voulu l'arrêter. C'est-à-dire que les programmes sont devenus tellement trop, ça semble vulgaire du coup. Ça semble trop et ça semble à côté. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon bah là on est dépassé là, par les ch'tis, des machins comme ça, c'est pour ça qu'on a lâché l'affaire. La télé n'est pas morte, hein. Excusez-moi, la télé n'est pas morte. Non, mais moi non plus, mais la télé de 11 millions de téléspectateurs, comme on faisait, celle-là, elle est morte. Et quant au coaching, c'est vrai que c'est formidable, mais c'est pas très original non plus. C'est la mode, c'est la bouffe, c'est l'appartement. Moi, je peux vous trouver un concept demain matin, comme ça. Tiens, hop, je vais faire ça avec comment élever son chien. Et hop, et on vend. C'est moins compliqué que d'inventer des grandes émissions. Non, mais comment aider ses parents à mourir? Il y a plein de concepts. Alors, mais ça peut être sympa. Comment aider Baffy à être moins con? Alors. C'est une longue série. C'est une longue série, ça. Alors, à part Quotidien de Yann Barthès sur TF1 et Ambition intime de notre amie Karine Le Marchand sur M6, il y a beaucoup de flops. Sur France 2, surtout. Est-ce qu'il faut déprogrammer ou persévérer? C'est pas à moi de le dire. Là, vous avez eu Sophia Aram. Ah ouais, ça, je peux en parler, ouais. Vous l'avez débranchée au bout de 3 mois? Au bout de 4. Ouais. Et aujourd'hui, elle pense que c'était très long, trop long. Ça l'était peut-être trop. Ce que j'ai appris sur Sophia Aram, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, c'est très difficile de faire rentrer des nouveaux visages dans les foyers. Ouais. Et donc, on peut se plaindre que c'est toujours les mêmes animateurs ou les mêmes animatrices, mais en même temps, faire rentrer de nouvelles personnes est très compliqué, surtout sur France 2. Sophie, vous l'avez poussée pour qu'elle apprenne à nager?
dans le grand bain. Il n'y avait pas eu de sas de décompression comme Thierry qui a commencé. J'ai commencé en troisième partie de soirée, ensuite en deuxième, et puis maintenant en access. Mais Sophia Ram, c'était violent quand même. Maintenant, vous parlez violent. Dans votre livre de lynchage quand même. Ouais, c'était violent pour elle. Hein. Que ce soit violent pour les patrons de chaîne, c'est normal, c'est le jeu. Ouais. Que ce soit violent pour l'animatrice, j'ai trouvé ça anormal, surtout qu'il y avait une coloration quand même qui était assez particulière. Moi, j'avais dit à l'époque chez Cyril Hanouna, le concept de... Dites-moi le concept d'Aram. Il y avait un concept. Non, mais c'est toujours pareil quand les gens disent, par exemple, pourquoi l'émission de Thomas Touroud ne marche pas. Je dis, ce qui serait étonnant, c'est que ça marche. Vous prenez un mec qui n'est pas connu dans une émission où il n'y a pas de concept. Bien sûr. Mais ça, c'est eux qui les achètent, les émissions. Bah, ils ont tort. Bah oui. Parce qu'ils sont pas bons. Ah. Non, mais c'est tout. Ouais, je te virerais tout ça, moi. Alors, les émissions culturelles, Bruno, c'est compliqué. Regardez même la société de Laurent Bon et Yann Barthès, qui est une bonne boîte de prod, qui s'appelle Bangoumi. Ils n'arrivent pas. L'émission qu'ils ont fait avec Léa Salamé, l'émission culturelle, marche pas du tout, Stupéfiant. Enfin, elle démarre. Hein. En fait, ça, c'est une... Ah bon ? C'est une vraie question et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a tellement de chaînes aujourd'hui que si vous faites une émission en disant « Attention, c'est une émission culturelle », même si vous la réussissez, vous aurez des gens qui veulent voir une émission culturelle. Donc, sur une grande chaîne, vous ferez 6 points d'audience en deuxième partie de soirée. Sur Arte, vous ferez 4 ou 4,5. Mais si on veut aller un peu au-delà, il faut, enfin moi je le crois, mettre de la culture en contrebande. Mais c'est vrai que le service public devrait mettre de la culture partout d'abord, aussi bien dans les jeux, dans les variétés, dans les magazines. Je pense que c'est l'enjeu en fait, d'en mettre partout. Alors, moi j'ai la chance, je travaille sur une chaîne aujourd'hui qui en met partout, donc je suis plutôt heureux de ça. Mais je pense que c'est le vrai enjeu, c'est-à-dire que dans les émissions de divertissement, dans les jeux, comme vous le dites, etc., en mettre. Est-ce que le service public ne devrait pas spectaculariser la culture, parce que c'est ça le problème aussi. C'est que la culture, pour les gens, c'est on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais c'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut télévisuer la culture ou l'internetiser quand on fait de l'internet. C'est ça. Si on la met, si on la parque, c'est très bien parce qu'on attire les gens qui ont l'habitude, mais les gens qui rentrent en librairie, c'est les lecteurs. Si vous gagnez des lecteurs, c'est pas en librairie que ça se joue. C'est ailleurs de la librairie. C'est la même chose pour les émissions culturelles. Alors, le CSA, donc le CSA. Belle bande d'enculés. Non, tu vois. Comme ça. Comment ça commence pas comme ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je sais ce que je dis. L'avenir me donnera raison. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une course au buzz à cause d'Internet. Tout le monde veut faire du buzz sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est la porte ouverte au dérapage. Et le CSA, c'est plus au donner de la tête. L'histoire de Jean-Michel Bert, je dirais pas s'il a raison, s'il a tort. Enfin, il y a de ça 5 ans, ce serait passé complètement inaperçu. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais d'un seul coup, ça prend une ampleur, et le CSA qui se mêle de ça. Enfin, moi, je trouve que... Bruno. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est une caisse de résonance permanente, donc de toute façon, ça prouve d'ailleurs que la télé n'est plus aussi puissante, puisqu'elle a besoin de cette caisse de résonance pour atteindre son plein effet. Oui, c'est ça. Et puis en même temps, il y a une course à l'hyperdivertissement. Alors on peut décider de ne pas y participer. Et ça supplante l'info. Quand on voit les clashs qu'il y a, on se tape ça sur tous les réseaux sociaux, toutes les infos pendant 3 jours, et ça supplante la guerre en Syrie. L'histoire de Jean-Michel Maire est plus importante que ce qui s'est passé dans le monde. Et puis le CSA, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un avertissement, 2 avertissements, mais au bout de 1200, t'as un blâme. Hein. Il suffit d'aller sur le site du CSA pour déposer une plainte. Il y a un formulaire à remplir. En fait, c'est très, très facile, je vous le dis, si vous voulez vous plaindre de Laurent Baffy, allez-y. Comme en 40, on dénonce. Oui. Alors Gérard, votre nouvelle production musicale, c'est Odino. Il y aura 2 avant-premières, le 21 et le 22 novembre, à Bobino. C'est quoi, là? Justement, c'est là où on peut amener de la culture. C'est un pop symphonique, ce ne sont que des jeunes musiciens. C'est un jeune chef d'orchestre. On ne joue que les hits, c'est-à-dire ça va de Piaf à Stravinsky, mais à Adele, à Jackson. Et on amène au milieu de tout ça, on peut glisser un morceau à la harpe qui est un peu plus difficile. On va y aller alors. Oui, t'es invité. Hein. J'ai le carton dans ma poche. Pas lui. Hein. C'est con, j'aime bien la harpe. Le mot de la fin, Gérard. Je vous aime. Oh. Voilà, c'était Salut les Terriens. Votre talk du samedi avec Christina, David et Grégoire Du, Marc, Alexandre, Manuel, Gérard et Bruno. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. Et d'ici là, demain soir, après le film du soir, sur C8. Salut les Terriens.
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.